Dans cette vidéo, on va corriger le TP2, exercice 6. Ok, donc il est un petit peu long. À chaque fois, il va falloir écrire l'algorithme et ensuite la version Python. Avec une série de tests, ça veut dire on va utiliser aussi les asserts. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent les asserts. Allons-y. Donc le premier, écrire une fonction qui fait la somme des nombres pairs d'une liste de nombres. Ok, donc là on a un exemple. Là, les nombres pairs, c'est 12, 6. Ok. Et on doit faire la somme. Donc, si on écrit l'algorithme, okay, on va faire somme nombre pair, paramètre une liste de nombres. Vous allez juste copier ça en dessous pour les prochains exercices, enfin les prochaines questions. Voilà. Résultat, la somme des nombres pairs de la liste. Ok, donc là, il va nous falloir une boucle for, enfin une boucle pour, donc pour chaque nombre n de la, on va dire liste nombre, une liste de nombres, donc pour chaque nombre n de liste nombre, il faut tester si n est pair, et si c'est le cas, alors on ajoute n au résultat final. Donc il nous faut une variable pour stocker le résultat final. Donc je vais appeler ça résultat. Je prends la valeur de 0. Ok. Ensuite, comment savoir si n est pair? En fait, n est pair si n est divisible par 2. Et que la division entière de 2, ça vaut 0. Il n'y a aucun reste en fait, d'accord? Donc la division entière, le reste de la division entière, vous vous rappelez, c'était ça en Python, donc l'opérateur %. Donc là je vais dire, on n'est pas encore en Python, donc je vais dire si reste de la division entière de n par 2 égale à 0, alors ça veut dire que n est pair et donc je peux ajouter n au résultat. Résultat, on va mettre ajouter 2, un résultat. Et à la fin, on fait retourner résultat. Ça m'a l'air correct. On va tester ça en Python maintenant. Je crée un nouveau fichier. Je vais appeler ce fichier tp2exo6. Donc je vais appeler ça tp2 underscore exo6.py. C'est ça. Hein. Je vais lancer mon invite de commande. Donc invite de commande. Je vais me déplacer sur le bureau. Et je vais lancer déjà mon fichier. Comme ça, j'ai la commande d'exécution déjà qui est prête. Donc, je ne vois rien, c'est parfait. Je vais mettre ça ici comme ça. Attendez. Je vais mettre ça là, comme ça. Comme ça, on voit les deux. On voit l'exécution et la console côte à côte. Voilà. Comme ça, je vais nettoyer l'écran avec CLS. Ok. Et ça, je vais mettre ça dans Notepad++. Quand vous faites clic droit, vous avez une option. Voilà, celle-là. En français, je ne sais pas ce que ça va être. Mais si je fais ça, je peux avoir visible les deux versions côte à côte. Donc ça, je vais réduire encore un petit peu. Oups, je vais réduire un petit peu. Ça, je vais agrandir encore un peu. Voilà.
Ça, je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, on a la version algorithme. Je vais réduire un peu. Voilà. Ici, je vais avoir le code. Et là, je vais exécuter. Ok. Alors, attendez, je vais quand même faire en sorte que ce soit bien une ligne visible, que ça ne fasse pas ce genre de choses. C'est plus lisible. Voilà. Donc, je vais faire def. Maintenant, on est en Python. Donc, def. Voilà. Mon paramètre, c'est liste nombre. Donc là, je vais un peu plus vite. Si ça va un peu trop vite pour vous, je vous conseille de revoir la vidéo précédente, ou celle où je corrige l'exercice 1 et 2 du TD2. Donc vous regardez sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, et vous verrez, là je prends un peu plus le temps d'expliquer. Donc là, je vais en aller un peu plus vite. Donc résultat égale 0. For n in liste nombre, 2 points, je saute à la ligne et je décale d'un cran. If, donc là, on veut savoir si n est pair, donc on a dit que si le reste de la division entière de n par 2, elle est égale à 0. Là, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, ça veut dire que, je vais écrire en commentaire en dessous, commentaire, la division de, vous vous rappelez la division entière, donc 5 divisé par 2, ça fait 2,5, ok? Mais par contre, si je fais 5 division entière de 2, ça fera 2, ok? Ça, en fait, la division entière, on enlève la partie décimale du résultat. Et du coup, oui, donc là, ça ferait, en fait, il faut faire 2 fois 2, ça fait 4, ok? Et pour aller à 5, il reste 1, donc ce qui veut dire que le reste de la division entière par 2, c'est 1. Ok, donc ça veut dire que là, ici, 5, le reste de la division entière de 5 par 2, ça vaut 1, donc c'est pas 0. Ok, donc ça vaudra faux. Donc ça veut dire que n n'est pas, 5 n'est pas divisible par 2, n'est pas pair. Donc ça, voilà. Donc là, ça fait bien si n est pair. Okay. Si vous avez un peu de mal avec ça, on peut tester avec d'autres nombres. Hein. Par exemple, si je fais 5 divisions entières par 3, ça va faire 1. Ok, parce qu'on fait 1 fois 3, ça fait 3. Et pour arriver jusqu'à 5, il reste encore 2. Donc ça fera 5 reste de la division entière par 3. Ça vaut 2. Donc réviser la division entière et son reste si ça vous avez du mal avec ça. Ok, donc j'oublie pas les 2 points après le if, après la condition ici du if, condition booléenne. Donc là je fais résultat plus égal n. Pareil, si vous le plus égal vous ne le connaissez pas, regardez la vidéo précédente. Et voilà, je fais return résultat. Alors je vais afficher un exemple. J'ai fait un print. Le print de l'exécution de ma fonction et la liste, je vais lui passer. Donc je fais une liste. Et cette liste, elle va contenir les nombres de l'exemple ici. Je copie, je colle, je sauvegarde et j'exécute. 18. Donc c'est parfait, 18. Voilà. Là, on me demande de faire une série de tests avec les exemples qu'on a définis. Donc en fait, on veut des exemples autres. Et définir les tests. Donc les tests, ça, je vous renvoie au cours qui explique les assert. Où est-ce que j'en étais? Donc là, il va falloir faire des assert. Donc le assert en Python, il s'écrit de la forme suivante. Assert, espace. Vous mettez une condition booléenne, enfin une expression booléenne, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui vaut vrai ou faux, booléenne.
quelque chose qui vaut vrai ou faux, vous mettez virgule, et là, une chaîne de caractères. Ah ouais, donc là, c'est un exemple où dans ma chaîne, j'ai une simple guillemets. Donc quand c'est comme ça, j'entoure de double guillemets plutôt. Voilà. Ok, donc là, ça veut dire que le assert, là, c'est une instruction qui s'exécute. Donc cette ligne-là va s'exécuter. Elle va regarder si ça évalue à vrai. Si ça vaut vrai, alors le assert ne fait rien. Ok, il est silencieux, il ne se passe rien de spécial. Par contre, si jamais ça c'est faux, eh bien assert va stopper l'exécution du programme. Ça va provoquer une erreur en fait. Assert va provoquer une erreur dans le programme à cette ligne précise où le assert se trouve. Et dans le message d'erreur, on aura ce message-là. Donc en fait, on utilise le assert pour faire des tests. On appelle ça un peu des tests unitaires. On teste que quelque chose qu'on a écrit, du code qu'on a écrit, s'exécute bien comme il faut. Si ça s'exécute bien comme il faut, le programme continue. Et si ça ne s'exécute pas, le programme s'arrête et on a le message d'erreur. Comme ça, on peut continuer si par exemple on peut améliorer l'algorithme, on change un peu quelques petits détails dans notre programme, dans notre corps ici de la fonction. Et quand on relance ce programme, eh ben on vérifie, ça va vérifier encore que le résultat est toujours bon, d'accord, sur notre exemple. Et si la modification qu'on a donnée, elle change le résultat final, ben c'est qu'on a introduit une erreur et que donc on a un bug et il faut corriger ce bug. Ça peut paraître un peu flou, mais avec le temps, vous allez voir, vous allez vous habituer. Donc là concrètement, comment ça se passe concrètement là? Là, je vais tirer un peu ça comme ça. Donc, assert, je veux dire, par exemple, ici, sur cet exemple, voilà, je dis que assert je veux que ça, donc on a dit une expression booléenne, d'accord? Ça, c'est pas booléen, ça va renvoyer 18. Tout ça, ça renvoie 18. Je veux que tout ça soit égal, donc égal, pour savoir, ça c'est le test d'égalité entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Donc, est-ce que ça, c'est égal à 18? Ça doit être égal à 18, ok? En fait, assert en anglais, ça veut dire c'est une assertion. Une assertion, une affirmation. J'affirme. Donc là, vous dites j'affirme que ça doit être égal à 18. Si jamais ce n'est pas le cas, donc le virgule là, ça veut dire si jamais ce n'est pas le cas, le message d'erreur doit être le suivant. Là, vous dites somme nombre pair incorrect. Voilà, quelque chose comme ça. Ou bien doit être 18. Voilà, quelque chose comme ça. De toute façon, au moment de l'erreur, on verra juste après. Dans la console ici, il va nous donner la ligne, tous les détails en fait. Donc le message d'erreur, il est pratique que quand l'erreur est complexe. Par exemple, on fait un calcul compliqué et on dit si jamais c'est faux, ça veut dire que le calcul il est erroné dans tel sens ou tel sens. Là, cet exemple est tellement simple que le message d'erreur il est un petit peu inutile en fait. On peut donner un autre exemple. Donc ça, je peux supprimer maintenant. Sauf si on veut vraiment voir l'affichage du 18 ici. Mais si je n'ai pas besoin je veux juste vérifier que ma fonction est correcte. Je laisse les assert, qui je rappelle ne feront aucun affichage en cas de si c'est correct. Donc là, je vais dire si j'ai aucun nombre, par exemple si j'ai aucun nombre pair, donc j'ai 1, 13 et 41. Voilà. J'ai aucun nombre pair, ça doit être 0. Et on peut même introduire des erreurs, on peut même tester en cas d'erreur. Enfin, en cas de... non, pas dans ce cas-là, pardon. Voilà, ok, c'est bon. J'ai un autre exemple. Je sauvegarde, ok. Maintenant, je réexécute. Donc, je devrais avoir rien du tout, en fait. Voilà, c'est bon. Si jamais je me trompe, par exemple, ici, au lieu de 0, je mets 1. Ok. Voyons voir en cas de si jamais c'est faux. Donc là, ce qui est faux, c'est pas ma fonction qui est fausse. Hein. C'est mon test ici qui est faux. Mais j'ai volontairement introduit une erreur. Ici, on considère que ça doit toujours être correct. Le test qu'on fait ici doit être correct parce que c'est le résultat final qu'on veut. On sait que ça doit être juste. Et si jamais c'est faux,
Si jamais la condition est fausse, c'est que forcément, on s'est trompé dans notre code ici. Bon, mais là, juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si jamais, voilà, si jamais je me trompe, si jamais il y a une erreur, ça va donner ça. Ok. Donc là, il me dit, dans le fichier tp2exo6.py, à la ligne 10, donc c'est bien ici, hein, vous voyez, ligne 10, avec plein d'autres choses, mais bon, pour l'instant, on ne fait pas attention. Il me remet la ligne, il me réaffiche la ligne ici. Voilà. Il dit erreur d'assertion, donc assertion error, et là, il nous met le message. Ok. Donc là, sur un exemple aussi simple, vous ne pouvez peut-être pas voir l'avantage, mais imaginez que vous écrivez un gros fichier qui fait des, je sais pas, moi j'exagère, il fait 10 000 lignes, et qu'en plus on est plusieurs à travailler, on est plusieurs dans une équipe de développeurs à travailler sur le fichier, et qu'on vous dit, bah vas-y, améliore un peu la fonction celle-ci par exemple, améliore-la, mais que votre code il est tellement gros que si jamais vous faites un bug ici, ça peut introduire des bugs ailleurs et faire des erreurs très compliquées à voir au final. Là, si juste en dessous de la fonction vous avez les asserts, et que vous vous trompez à un endroit, mais c'est juste une erreur de frappe, ou une petite erreur toute bête, ou alors ça peut être une erreur plus difficile à détecter, mais au moins, à la prochaine exécution du programme, tout de suite vous saurez, grâce au assert, que vous avez introduit une erreur. Donc si vous avez introduit une erreur, c'est que vous n'avez pas fait exprès, d'accord? Au moins, vous le savez, et vous pouvez retourner dans le code et corriger. Voilà, donc ça c'est ce qu'on veut dire, les asserts, c'est ce qu'on veut dire par série de tests. Okay. Si c'est un peu, on va le faire à chaque fois. Hein. Voilà. Donc là, je vérifie que mon test est correct à nouveau. Il est correct, c'est bon. On peut passer à la suite. Donc deuxième algorithme, je vais remettre ici. Voilà. Deuxième algorithme. La somme des n premiers entiers. Donc si je veux les 4 premiers entiers, ça fera 1 plus 2 plus 3 plus 4, ce qui fera 10. Okay, donc je vais faire somme n premiers entiers. J'ai toujours les mêmes paramètres. Et le résultat, la somme des n premiers entiers de la liste. Donc là, on va encore faire un résultat. À la fin, je vais faire retourner résultat, ça c'est sûr. Et ici, je dois mettre une boucle. Donc pour chaque, en fait c'est encore ça, hein, pour chaque nombre n. Ok. Ah pardon, c'est pas d'une liste, c'est des n premiers entiers tout court. Donc là, j'ai n, un nombre, et la somme des n premiers entiers jusqu'à n inclus. Voilà. Voilà, donc là, non, pardon, donc là, c'est pour n entre 1 et n. Ok. Donc n va valoir 1, 2, 3, 4 jusqu'à n inclus. Okay. Donc je vais mettre inclus juste pour être sûr, pour être clair. Je vais inverser, si je vais mettre n majuscule, c'est le nombre de fin, c'est le nombre final. Et ici, c'est le n, c'est le nombre courant. Voilà. Je vais faire ajouter n à un résultat. Voilà. C'est assez simple. Maintenant, en Python, donc c'est def. Je copie et je colle. Ici, j'ai grand N. Résultat vaut 0. Je vais copier ça juste pour avoir résultat. Voilà. Et ici, donc pour chaque petit n, alors maintenant, comment on dit entre un nombre et un autre, entre 1 et grand N?
Je vous ramène au cours. C'est la fonction range. Donc la fonction range, voilà. Okay. Vous révisez la fonction range dans le cours. Normalement, il est expliqué un peu plus haut. Voilà, range. Range. Ok, non, bah en fait, c'était principalement expliqué ici. Voilà. Bah en fait, à la page 52, vous avez vraiment tous les détails de range. Ok. Donc, j'estime que vous connaissez range. Donc, maintenant, c'est range qui petit. Donc, entre range, entre 1, je vais entre 1 et n. Ok. Sauf que c'est n inclus. Donc là, on nous dit que la fonction range, elle va entre m. Ok, donc si j'utilise cette version là, elle va de m inclus à n-1. Okay, donc moi, si je vais jusqu'à n inclus, il faut que je fasse n plus 1. Okay, si je fais n plus 1, du coup, range va s'arrêter à n. N plus 1. Voilà. Je n'oublie pas les 2 points. Ok. Je fais résultat plus égal n. Donc vous voyez ici on voit que après le in ici, on peut avoir soit une liste, soit un appel à la fonction range. En fait, range retourne c'est une fonction prédéfinie en Python, encore une fois, elle existe dans Python. Elle prend 1, 2 ou 3 paramètres, ça dépend. Donc, vous voyez, ici on a 3 versions avec 1, 2 ou 3 paramètres. Selon les paramètres qu'on lui donne, elle génère une liste de nombres en fait. Okay, une liste de nombres. Mais pour voir cette liste, donc si je fais range 5, si je veux voir cette liste, il faut que je la transforme vraiment en liste avec la fonction list. Et là, on a une liste. Si je fais juste range tout court, pour des raisons de performance, elle ne génère pas vraiment la liste en fait. Elle génère au fur et à mesure que for lui demande for lui demande quel est le nombre suivant et range retourne le nombre suivant de la liste. Parce que par exemple, si on pourrait dire range 10 milliards, elle ne va pas nous générer une liste qui contient de 0 à 10 milliards moins 1. Elle va donner les nombres au fur et à mesure qu'on lui demande. Elle va donner 0, 1, 2, 3, 4. Mais si on demande d'afficher, elle ne va pas afficher les nombres de 0 à 10 milliards moins 1. Okay, si on veut vraiment avoir la liste de 0 à 10 milliards moins 1, il faut qu'on transforme le résultat de range en véritable liste avec la fonction list. D'accord? Donc range retourne les nombres qu'on lui demande un par un, les uns après les autres. Donc c'est ce qu'on fait là. Donc je lui dis, je veux les nombres entre 1 et n inclus. Okay. Et à chaque fois, on ajoute un résultat. Et ça doit être correct. Donc je vais faire directement un assert. Je vais faire assert et je vais dire, on était ici. Je veux que si je lui donne 10, si je lui donne 4, pardon, si je donne 4, le résultat doit être 10. Donc si je fais assert, somme des n premiers entiers de 4, ça doit être égal à 10. Sinon, je vais juste mettre erreur. Hein. Voilà. Ça ne va pas être très compliqué pour le message d'erreur. Et puis un deuxième test. Je vais juste tester que ça c'est correct. Juste tester que déjà ça c'est correct. Donc je dois rien avoir affiché. Voilà, c'est correct. Et maintenant, si je fais 5 par exemple, donc 1 ça doit être 1. 2 ça doit être 1 plus 2 ça fait 3. 3 ça doit être 1 plus 2 ça fait 3. Plus 3 ça fait 6. Voilà. Donc là ça doit toujours être bon. C'est bon, c'est correct.
On passe à la troisième question, le troisième algorithme. Alors, une fonction qui fait la somme des entiers qui sont pairs parmi les n premiers entiers. Donc, comme tout à l'heure, on donne un nombre, par exemple 4, mais au lieu de les additionner tous entre eux, on additionne que les nombres pairs. Donc ici, ce sera 2 et 4. Okay. Donc ça fera 6. Alors, pour ça, je trouve que cet algorithme ressemble, le troisième algorithme qu'on nous demande ressemble beaucoup au deuxième, pardon. Donc là, je vais mettre entier pair. Voilà, je modifie juste ce qu'il faut. Et là, on va juste mettre, donc c'est tout comme ici, là, comme celui d'avant. Mais je vais mettre un si n est pair. Je vais mettre plutôt là, on va être précis, d'accord? Parce que n est pair, on ne sait pas comment on dit si n est pair ou pas. Il faut bien expliquer. Donc si le reste de la division entière de n par 2 est égal à 0, donc ça veut dire si n est pair. Sauf que là, c'est pas n majuscule, c'est n minuscule, hein, c'est cette variable-là. Alors, à ce moment-là, seulement j'ajoute n à un résultat. Donc, en fait, pour dire que ça, c'est dans le si, ben, je décale juste à droite. Donc ça ne va s'exécuter que si ça, c'est vrai. Parce que je viens de le décaler là. Ok, et et le si va être exécuté, va être testé pour chaque n entre 1 et n inclus. Voilà. Ok. Donc, en gros, il faut que je reprenne ça. Je vais sauter des lignes pour pouvoir décaler. Voilà, je peux décaler un peu. Ok, ben il faut juste rajouter ici maintenant le if. J'ai dit if n, le reste de la division de n par 2, c'est 0. Eh bien, on fait ça. Voilà. Et je reprends les assert. Je vais les remettre. Et ici maintenant... Oui, mais à chaque fois que je vais exécuter mon programme, tous les asserts vont être exécutés à chaque fois. Hein. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, en fait, je teste ces deux fonctions-là aussi. Même si on les a déjà écrites, tout ça, on sait qu'elles sont correctes. Elles sont testées à chaque exécution. Ok, donc, sauf que là, c'est entier pair. Hein, bien faire en sorte que ici les noms coïncident. Donc ça, je vais changer ici. Mes lignes sont un petit peu longues. Je crois qu'on peut se passer du message d'erreur. On va tester ça après. Hein. Je vais voir. Je vais d'abord faire en sorte que les tests soient corrects. Donc si je donne 4, on avait dit que c'était 6. Ça fait 2 et 4. Okay. Si je donne 1, ça fait 0. Si je donne 2, ça doit faire 2. Si je donne 3, ça doit faire toujours 2. Et si je donne 5, ça doit donner toujours 6. Et si je donne 6, ça doit faire 12 maintenant. Voyons voir. C'est correct. Si j'enlève le message d'erreur, est-ce que là c'est moi, je ne sais plus si le message d'erreur on peut l'oublier. Normalement, si c'est bon, c'est qu'il doit mettre aucun message, il doit pas se plaindre là, Python. C'est bon. Donc en fait, on n'est pas obligé de mettre le message d'erreur. Vu qu'on n'a rien de spécial à dire, j'enlève le message d'erreur. Voilà. Ça me permet de raccourcir la ligne un petit peu. Voilà. Ensuite, on en était ici. Numéro 4, écrire une fonction qui permet de savoir si un mot contient au moins 2 lettres consécutives identiques. Donc pour coucou, ça doit être faux. Et pour celui-là, ça doit être vrai. Alors, on va appeler ça, comment on va appeler cet algorithme? 2 lettres contient 2 lettres consécutives, ça fait un peu long comme mot. On va dire 2 lettres identiques
Je vais ralentir un peu, je vais mettre ident cons. Ok. Pour raccourci, pour dire 2 lettres identiques consécutives. C'est juste que c'est trop long, donc je raccourcis un petit peu. Paramètre un mot, donc une chaîne de caractères en fait. Chaîne de caractères. Donc rappelez-vous, ça c'est le type str, hein, le type str en Python, string, string qui veut dire chaîne en anglais. Mon résultat, c'est, alors là il faut dire vrai, donc c'est vrai si le mot contient 2 lettres, contient au moins 2 lettres identiques consécutives. Faux sinon. Voilà. Alors, le cœur de l'algorithme, c'est la boucle. Donc, pour chaque lettre L de mot, là, j'ai besoin de... Alors, comment on sait si 2 lettres sont consécutives? Comment je sais que, par exemple, je dis, donc pour chaque lettre, donc je vais parcourir chaque lettre, une par une, d'accord, jusqu'à la fin. Comment je sais qu'elle est identique à la précédente? Ben, il faut que je la teste par rapport à la précédente. Okay, donc, si je suis ici, dans la boucle, comment je sais que U est identique ou pas à O? Okay. Comment je sais c'est quoi la lettre précédente? Ben, il faut que je la retienne, en fait. Donc, il me faut une variable, qui contient la lettre précédente. Ok, donc je vais dire ici il me faut la variable lettre précédente. Prends la valeur de... Et là, on va l'initialiser avec une chaîne vide en fait. Ok, ça c'est chaîne vide. Pourquoi? Parce que on est sûr que la première lettre, d'accord, donc je vais tester la lettre au départ. Donc au départ, je vais tester C par exemple. Mais il n'y a rien avant C. Okay. Donc la lettre qui a avancé, bah, c'est rien. Et on est sûr que C, on va pas dire par erreur que oui, C est identique à la lettre précédente. Donc ce serait faux de dire ça. Il faut que dans tous les cas, une lettre ce sera, enfin ça peut être n'importe quel caractère d'ailleurs. Hein. Une chaîne de caractères c'est pas forcément une lettre. Ça peut être n'importe quel caractère. Donc je ne veux pas que ce caractère-là, le premier caractère, soit identique à n'importe quoi. Je ne peux pas mettre ici un caractère n'importe du genre virgule ou point ou peu importe, parce que le premier caractère du mot, ça peut être le caractère qu'on choisit ici. Par contre, il ne peut pas être caractère vide. Ça ne peut pas être chaîne vide, pardon. Ça ne peut pas être rien, ça peut forcément un caractère. Or là, je n'ai pas de caractère, je n'ai rien du tout. Donc c'est bon. Le premier caractère sera testé correctement. Donc si je dis que la lettre actuelle, si je dis que L, si L est identique à lettre précédente, ici je vais stocker une variable résultat. Donc, résultat, pour l'instant, on dit que prend la valeur de faux. Pour l'instant, je dis que mon résultat est faux. Et nous, ce qu'on veut, c'est trouver les lettres identiques consécutives. Quand on va trouver, on mettra vrai. Okay, on dira que le résultat vaut vrai. Mais pour l'instant, on considère que non, le mot ne considère ne contient pas 2 lettres identiques consécutives. Je ne vais pas oublier de mettre retourner résultat. Okay, mais on n'a pas fini la boucle. Donc, si L est identique à la lettre précédente, alors résultat prend la valeur de vrai. Voilà.
Et si jamais L n'est pas, si jamais donc là je dis si la lettre L est identique à la lettre précédente, donc par exemple si je dis si U est identique à O, alors on a trouvé, enfin si U est identique à la lettre précédente, alors on a trouvé 2 fois U. Or là c'est pas le cas, donc ce sera faux, donc U n'est pas égal à la lettre précédente, donc ça vaudra faux, et donc ça ne s'exécutera pas. Dans le cas où on trouve, par exemple je trouve, ici ce serait U, d'accord, je trouve U est identique à U, donc résultat vaudra vrai, et c'est bon. La boucle va continuer, elle va continuer à faire des tests. Si on ne trouve pas 2 fois encore, si jusqu'à la fin du mot on ne trouve pas de 2 lettres consécutives encore, si on ne trouve pas, ben c'est pas grave, on saura déjà que le résultat vaut vrai parce qu'on aura trouvé 2 fois la même lettre collée. Si on trouve, par contre, si on trouve encore des lettres consécutives, ben résultat prendra encore la valeur de vrai. Donc dès qu'on trouve au moins 2 lettres collées, enfin consécutives identiques, et ben résultat vaut vrai et après c'est bon, la boucle va se continuer mais c'est pas grave. Elle va se continuer jusqu'à la fin du mot. Et voilà, c'est correct. Donc sous forme Python maintenant, je vais dire def, 2 lettres identiques consécutives. Elle prend un mot en paramètre. Donc lettre précédente prend la valeur de chaîne vide. Résultat prend la valeur de... Donc rappelez-vous ici, faux en Python, ça vaut false avec un F majuscule. Très important le F majuscule. Vous voyez même dans Notepad++, si je mets en minuscule, il n'y a pas la coloration. Ça vaut false. Donc j'ai dit ensuite, pour chaque lettre L de mot, donc là il suffit de... Comme une liste, comme ici, d'accord, pour chaque nombre n d'une liste, pour chaque élément en fait, pour chaque élément qu'on peut appeler comme on veut ici la variable de la liste, d'une liste. Ici on peut faire pareil avec les chaînes de caractères, donc je peux dire pour chaque lettre L, pour chaque caractère L dans le mot mot, donc c'est bien ici, hein, c'est bien celui-là, le paramètre. On aura chaque lettre les unes après les autres, qui sera stockée dans cette variable de points. Donc si if, c'est cette ligne-là, d'accord. If la variable L est identique, ça veut dire est égal à la lettre précédente. Vous voyez là, j'ai oublié quelque chose d'important. Je viens de voir qu'en fait, lettre précédente, vous voyez ici, je reviens ici, je me suis trompé, j'ai oublié quelque chose d'important. Lettre précédente, on l'initialise à chaîne vide. Mais à chaque fois qu'on avance dans le mot, donc là, on regarde cette lettre, on regarde cette lettre, on regarde cette lettre. Lettre précédente doit aussi être mise à jour pour pointer vers la lettre précédente en fait. Or là, on ne la met jamais à jour, on l'initialise à chaîne vide et après, elle sera jamais mise à jour. Ce qui fait que cet algorithme renverra toujours faux. Parce qu'on va comparer, avec l'algorithme actuel, je compare toujours L à chaîne vide. Donc ce sera toujours faux. Il faut que je dise ici, là. Donc je sors après le si, donc c'est-à-dire juste avant la fin de la boucle pour, avant que la boucle pour redémarre, il faut que je mette à jour la lettre précédente. J'ai que la lettre précédente, maintenant ça devient la lettre actuelle. Okay. Comme ça, à la prochaine itération de la boucle, donc ici, lettre précédente et L, ces deux variables-là, elles valent la même chose. C'est la lettre en cours. Par exemple, si la lettre en cours, c'est O, c'est celui-là. Donc les deux valent O. Mais ensuite, la boucle se termine et elle continue à la lettre suivante. Donc L, maintenant, vaudra U. Mais lettre précédente vaut toujours O, jusqu'à la fin de la boucle. Voilà. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc je reviens. Donc si je dis si I... si L, on dirait un I, mais c'est un L. Si L est égal à la lettre précédente, deux points, résultat égale true, avec un T majuscule. Dans tous les cas, je ne mets pas un else, c'est pas un sinon, c'est dans tous les cas ici. Donc je sors du if. Dans tous les cas, après le if, lettre précédente prend la valeur de L. Voilà. Donc, comme ça, je prépare la variable lettre précédente pour l'itération de la boucle suivante.
itération suivante de la boucle. Et quand la boucle a terminé, ça veut dire qu'on a testé toutes les lettres du mot, donc la boucle se termine, on revient ici. Et là, je fais return résultat. Voilà. On va tester nos assert. On va tester la fonction avec assert. Donc, je fais assert. Est-ce que le mot... Donc, on va tester sur différents mots. Déjà, coucou, par exemple. Est-ce que... Normalement, ça vaut false. Alors là, il y a quelque chose qui va vous étonner un petit peu. Vous pouvez écrire comme ça. Mais ça vaut... Ça, c'est déjà un booléen. Attendez, on va déjà tester si c'est correct. On va déjà tester si c'est correct. C'est correct. Et maintenant, sur le deuxième exemple, avec celui-là, ça va être true. Toujours correct. Ok, revenons ici. Vous voyez ici que je dis que ça vaut... Donc ça répond à la question, est-ce que cette fonction, elle va nous dire, est-ce que ce mot-là, il contient 2 lettres consécutives ou pas? Okay, donc un coup, le résultat, c'est vrai, un coup, c'est false. Un coup, c'est true, un coup, c'est true, un coup, c'est false. Donc ça vaut true ou bien false. Or, on a dit qu'une expression booléenne, ça vaut aussi true ou false. C'est l'un ou l'autre. Quand je dis que ça doit valoir false, donc je dis que est-ce que false est égal à false? Okay, donc si false est égal à false, ça veut dire que tout ça, ça vaut true. Okay, ça vaut vrai. Et le assert, lui, il ne provoque pas d'erreur si cette expression vaut true. Okay, donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça, en fait, on peut simplifier, on peut supprimer ça et je peux mettre l'opérateur ici au booléen. Donc rappelez-vous la logique booléenne, si vous ne vous rappelez plus. Voilà, si je mets point d'exclamation devant une expression booléenne, j'obtiens l'inverse de l'expression du résultat booléen. Donc si ça vaut false, alors tout ça avec le point d'exclamation inclus, ça vaut vrai, ça vaut true, ça vaut l'inverse. Si ça vaut true, alors ça vaut false. Assert, il veut ici que ce soit true. Il veut que toute l'expression booléenne vale true. Ok, donc toute l'expression, cette expression booléenne vaudra true. Vu que j'ai inversé ici, donc ça veut dire que ça doit être false. Ok, donc quand ça c'est false, ça vaut true, et donc ça veut dire que c'est correct. Ok, et là pareil, si je veux que ça ce soit vrai, voilà, ça ce sera vrai, ben je peux supprimer ça, parce que ça vaut déjà vrai. Quand vrai est égal à vrai, ben, c'est que les deux côtés c'est vrai, donc ça c'est vrai, c'est true. Donc là j'ai pas besoin d'inverser. Si j'inverse, ça fera false. Et donc assert fera une erreur. Non, assert veut un true, donc ça voilà. J'assert, donc là je dis, j'affirme que ça c'est true, ça vaut true. Et là j'affirme que ça vaut true, donc que ça vaut false. C'est bon? Si vous ne comprenez pas, vous pouvez laisser si vous avez du mal avec ça, vous pouvez laisser avec la version avec le égal, et puis voilà. C'est pareil. Donc là je revérifie. Pardon, non, je me suis trompé. Ici, c'est pas le point d'exclamation, ça je confonds avec les autres langages de programmation. En Python, c'est not. Not, ça veut dire l'inverse. Je veux pas. Okay, je veux pas ça. Donc l'inverse de ça. Ok. Et là, ce sera correct. Voilà. Donc tout ce que j'ai dit sur le point d'exclamation, c'est pareil. Hein, c'est juste qu'au lieu de point d'exclamation, je mets une note. Voilà, avec un espace. Et on arrive au dernier, au 5e algorithme. Alors une fonction qui permet de connaître, à partir d'une liste de nombres, la longueur de la plus grande suite de nombres consécutifs égaux. Donc sur une liste comme celle-ci, on voit qu'on a 2 nombres consécutifs égaux ici, il y a 6, il y en a 2 de suite, 2 consécutifs. Et là, j'ai 3 fois 2, le chiffre 2, consécutif. Donc, la plus grande suite consécutive de nombres identiques consécutifs, c'est 3. C'est la longueur de cette liste, c'est 3. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Celui-là m'a l'air un peu plus compliqué que les autres.
Donc je vais dire ici, le nom de l'algorithme, ça va être max suite nombre consécutif. Voilà. Les paramètres, ben, c'est liste nombre en fait, hein, encore une fois. Là. Résultat, la longueur de la plus grande suite de nombres identiques consécutifs dans liste nombre. Voilà, et pour le corps. Alors, résultat prend la valeur de 0 et je fais retourner résultat. J'écris retourner en résultat en premier. J'écris cette ligne en premier, comme ça j'oublie pas de retourner mon résultat à la fin. Ça arrive, hein, des fois au début on oublie de mettre cette ligne là. Donc il ne faut pas oublier le return une fois qu'on est dans Python. Sinon ben, on calcule le résultat mais on ne le retourne pas. Donc la fonction quand elle s'exécute elle vaut rien du tout. Aucun résultat. Maintenant le corps de mon algorithme ça va être la boucle pour. Donc pour chaque nombre n dans liste nombre. Alors ça ressemble un peu à l'algorithme à celui-là. Okay, ça ressemble un peu à celui-là. Donc il va nous falloir le nombre précédent. Nombre précédent prend la valeur de... Alors là, on va dire que c'est... Alors le nombre précédent... Ouais, le nombre précédent. Comment faire en sorte que ce soit pas un nombre qui existe déjà dans... Un nombre qui n'existe pas dans la liste. Prend la valeur de... Parce qu'en fait, ici, on va dire... C'est quoi? Pourquoi je réfléchis à ça? C'est parce qu'ici, on va dire... si n est identique à nombre précédent... J'augmente, en fait là je vais augmenter la longueur de la suite en cours. Donc par exemple, tant que c'est différent, tant que deux nombres sont différents, je ne démarre pas une suite. Okay, donc là, mais dès que là je vois deux nombres différents, je commence à compter, je dis ah, j'ai déjà trouvé deux nombres identiques consécutifs. Après quand je passe au suivant, je dis ah, j'ai encore trouvé. Donc là j'avais trouvé, la longueur c'est 2, la longueur de la suite, ici j'ai deux nombres consécutifs identiques. Après ici, j'en trouve encore deux identiques, donc je dis, ben, j'en rajoute un, j'en ai trouvé un de plus, donc je rajoute encore plus un, donc ça fera 3. Et si j'avais encore un 2 ici, ben, j'en ai trouvé encore un identique, donc ça fera 4. Donc à chaque fois, je rajoute plus 1 à la longueur de la suite en cours. Et après, il faudra aussi dire, si jamais c'est plus long que la plus grande suite que j'ai trouvée jusqu'à présent, et ben la longueur de la plus grande suite, ça devient celle actuelle. Donc il me faut aussi un compteur, il faut aussi longueur suite actuelle prend la valeur de 0, mais j'ai aussi la longueur max. En fait, c'est le résultat. En fait, la longueur max, c'est le résultat. Okay, on n'a pas besoin d'une nouvelle variable. Donc si n est identique à un nombre précédent, je ne sais toujours pas comment on va définir le nombre précédent, hein, mais je continue l'algorithme quand même. Donc si le nombre actuel est identique au nombre précédent, donc j'ai trouvé la longueur j'ai trouvé deux nombres identiques, j'augmente. Longueur suite actuelle prend la valeur
on va dire ajouter. Ajouter 1 à longueur suite actuelle. Ok. Sachant que j'ajoute 1, mais il faut quand même, quand je trouve deux nombres identiques, la longueur idéale, la longueur de la suite, c'est pas 1, hein, c'est 2. Okay, j'en ai 2 là. Donc si je fais 1, il va falloir mettre un sinon ici. Sinon, longueur suite actuelle prend la valeur de 1. En fait, en gros, on dit que dans la suite actuelle, j'ai que n qui est identique à lui-même. J'ai 0 nombre consécutif identique, nombre identique consécutif, mais la longueur, par exemple ici, on va dire je suis ici. Le nombre précédent n'est pas identique, mais j'ai que un nombre dans ma suite, donc il n'y a que le 4 lui-même. Okay, il n'y a que le 4 lui-même. Ici, pareil. Le 2 actuellement, là, il est tout seul dans sa suite, ça vaut 1. Après, quand je vais trouver celui-là, bah, ça vaudra 2. Quand je vais trouver celui-là, ça vaudra 3. Okay, donc à chaque fois, au moins, c'est 1. La suite, c'est 1. Ça ne peut pas être 0. Prends la valeur de 1. Ok. Comme ça, même si on n'a que des nombres différents, par exemple ici, j'ai pas le 6 ici, j'ai pas les 2 là, ça vaudra quand même 1. Il y aura toujours au moins 1, parce que chaque nombre est identique à lui-même. Alors, donc ça c'est bon. Ok. Et ici, je vais mettre après ceci là, je vais mettre si la longueur de la suite actuelle plus grande stricte que, oh bah je pense que là on peut mettre ce symbole, hein, plus grand que résultat. Donc ça veut dire que le résultat prend la valeur de, donc là ça veut dire quoi ceci là? Donc avec ceci je vérifie que, donc je vais compter, ok, je vais compter, dès que je trouve au moins deux nombres identiques, on passe à 2 et ensuite à 3, à 4, à 5. Mais peut-être que auparavant, dans la liste, j'avais trouvé une suite très longue. Donc dès que je trouve une suite de nombres, il faut faire attention que je n'oublie pas que précédemment dans la liste, j'ai peut-être trouvé des suites plus longues de nombres identiques consécutifs. Okay, donc là, je vérifie. Si jamais, actuellement, là, ça y est, j'ai trouvé une suite plus longue que celle que j'avais déjà trouvée jusqu'à présent, alors le résultat final, ça devient la longueur de la suite actuelle. Voilà. Donc l'algorithme, il est correct. C'est juste que là, j'ai pas encore trouvé avec quoi on initialise le nombre précédent. Donc le nombre précédent, en fait, je veux que ce soit quelque chose de différent. En fait, je veux que ce soit différent du premier. C'est ça qui compte, en fait. Hein, puisqu'on va commencer... Là, le problème, c'est qu'on va commencer avec lui. Si jamais, par exemple, ici, je pourrais mettre 0. Non, le précédent, c'est 0. Mais si jamais ici, j'ai 0, ben, on va considérer que, ça y est, j'ai deux 0 consécutifs. Dès le début, alors c'est faux. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, pour être sûr que ce n'est pas le premier, je vais dire, prendre la valeur de premier élément de liste nombre plus 1. Voilà. Comme ça, quand je démarre, je vais arriver ici, je vais démarrer avec le premier nombre. Le nombre précédent, ce sera, lui par exemple, ce sera 7 ici. Ce sera 7 le nombre précédent. Même si le nombre précédent n'existe pas, hein, c'est un cas particulier, c'est le cas du début de la liste. Donc, si c'est différent de 7, donc on n'a pas trouvé une suite de nombres. Et ça vaudra peu importe le nombre qu'on a ici. Ça sera toujours vrai. Donc, je ne sais pas si c'est la plus belle solution, la plus élégante, mais en tout cas, le résultat sera correct. Ok, donc c'est un peu plus compliqué, c'est normal, hein, c'est la dernière question du dernier exercice du TP2, donc elle est un peu plus complexe cette question-là. On va mettre en Python, donc def, on va mettre le nom, paramètre c'est une liste de nombres.
Alors, le résultat. Résultat égale 0. Nombre précédent, c'est le premier élément. Donc là, je vous ramène à la correction de l'exercice précédent. Enfin, la vidéo précédente, pardon. C'est là qu'on voit cette écriture-là. Donc, l'indexation, on veut avoir un élément, un index particulier de la liste. Donc, je veux le premier élément, c'est 0. Donc là, étant donné qu'on atteint l'élément 0, il faut que la liste, elle contienne au moins un élément. Okay. Si elle contient même pas un élément, elle contient 0 élément, ça veut dire que l'élément 0 n'existe même pas. Et donc là, on aura une erreur. Mais bon, on considère quand même que si on nous demande une liste, on nous donne une liste avec un élément. Et là, j'ai fait plus 1. Voilà, donc ça, j'ai le premier élément et je lui ajoute 1. Ça, c'est mon nombre précédent. Longueur de la suite actuelle, ça vaut, prend la valeur de 0. Maintenant, je fais ma boucle for, donc je dis for n in liste nombre. If n est égal à nombre précédent. Alors, longueur suite actuelle, on l'augmente de 1. Sinon, donc je fais else. Sinon, et ben pareil, longueur suite actuelle, on ne lui rajoute pas 1, mais on dit que sa valeur c'est 1. On ne lui ajoute pas. Ok, et là je fais, donc une fois que ce if else est terminé, je refais un if. Donc peut-être que là, dans le cas où on a rajouté un 1, okay, on a longueur suite actuelle a grandi. Donc, puisqu'elle a grandi, je vérifie. Est-ce qu'elle est plus grande cette fois-ci que résultat? Toujours dans la même itération de la boucle, ok? Toujours pour le même n, pour le même nombre, c'est-à-dire pour le même nombre n actuel. Si jamais on a trouvé que la longueur elle est actuellement plus grande que tout ce qu'on a pu trouver jusqu'à présent, ben, le nouveau résultat, c'est ça en fait. Hein. Voilà. Fin du if, fin du for, et je fais un return. Et voilà, et fin de la fonction. Maintenant, je vais faire assert. J'affirme que si j'exécute cette fonction sur la liste qui contient ces nombres-là, alors son résultat vaut 3. J'exécute pour vérifier. Alors, il y a une erreur. Ok, il y a une erreur. Donc ça vaut combien alors? Si ça vaut pas 3. Ça vaut combien? Alors. Ouais. Ah, vous voyez, j'ai encore oublié. Ça, c'est un piège. Hein. J'ai encore oublié de mettre à jour le nombre précédent. Donc là, il ne faut pas oublier ici que avant la fin de la boucle, donc la toute dernière ligne de la boucle pour, donc juste avant de retourner à la ligne ici, je dis que nombre précédent devient n. Okay, je fais en sorte d'avancer aussi le nombre précédent. Donc ça, comme dans l'exercice, comme dans la question précédente ici. Hein. Donc, nombre précédent. Attention, il faut bien. C'est pas ici. Hein. Là, je suis sorti de la boucle. Je reste dans la boucle. Et je ne suis pas là non plus parce que là, je suis dans le if. Non, non. Je suis dans tous les cas. Peu importe. On s'en fiche un peu de ce qui se passe avant. Hein. Dans tous les cas, j'exécute cette ligne-là avant l'itération suivante de la boucle. Donc, le nombre précédent devient n. Voilà. Ça devrait être correct. C'était ça. On va tester sur un autre exemple. Donc imaginons que maintenant, au lieu d'avoir, j'ai un 2 ici en plus. Donc maintenant, ça va être 4. Voilà. Imaginons qu'à l'inverse, j'ai une plus grande suite de 6. J'ai 5, 6. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5, 6. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4, 2.
Ok, donc ma plus grande suite, c'est 5. Et vous voyez ici, c'est 5. Là, après, l'algorithme va trouver qu'il y a une autre suite ici. Mais comme 5 est plus grand que 4, donc là, j'ai une suite de 5 nombres. Là, j'ai une suite de 4 nombres. Donc, 4 ne dépassera jamais 5. Donc, on va pas écrire, on va pas réeffacer le 5 qu'on a trouvé, d'accord? Là, la suite de 5. On va garder que la première suite, c'est la plus grande. Voilà. Aucun message d'erreur. Donc, c'est que c'est correct. On a bien trouvé 5.